Salut les fantastiques et bienvenue sur la chaîne Mediapass ce livre. Aujourd'hui je vais vous parler d'une BD de Neil Gaiman et de Andy Kubert qui s'appelle Marvel 1602. Récemment j'ai un ami qui me demandait, voilà, j'adore Marvel mais c'est tellement vague, tellement dense que je ne sais pas par où commencer, j'ai peur d'être perdu. Moi dans ces cas-là je conseille toujours des one-shots, c'est-à-dire des histoires avec un début et une fin, où on n'a pas besoin de lire des tonnes et des tonnes de comics avant pour ne pas être perdu. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler de Marvel 1602. Alors à la baguette de 1602, on a d'abord Neil Gaiman au scénario, qui est un auteur et scénariste britannique, qui a écrit non seulement des bandes dessinées et des romans graphiques, comme Alan Moore, un autre auteur britannique qui l'adore, mais Neil Gaiman a aussi écrit des romans pour ados et pour adultes. On lui doit notamment American Gods, qui a été adapté il y a peu en série qui est vraiment nulle par rapport au livre, je vous conseille vraiment le livre. Mais il a également écrit Anansi Boys ou la mythologie viking, donc on a vraiment affaire à un érudit. On lui doit aussi la BD Sandman chez DC Comics, et aussi ce petit fascicule qui fait de lui l'auteur préféré des bibliothécaires, un fascicule qui s'appelle « Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l'imagination ». Alors lisez-le, je vous le conseille, il est disponible à la médiathèque Anton Kring si vous voulez jeter un coup d'œil. Et Neil Gaiman défend vraiment le rôle des bibliothèques dans la construction de l'imaginaire. Donc à partir de là, comment ne pas l'aimer? Je vous le demande. Et dans 1602, au dessin, on a Andy Kubert, qui est un dessinateur qui a dessiné pas mal de comics pour Marvel et pour les concurrents DC Comics, qui est issu d'une famille de dessinateurs, puisque c'est le frère de Adam Kubert et le fils de Joe Kubert. Donc Andy Kubert est diplômé de la Kubert School, donc c'est vraiment la classe, il a une école de dessin qui porte son nom. Donc on retrouve ces deux auteurs chevronnés à la baguette de Marvel 1602. Alors pour l'aspect technique, Andy Kubert a utilisé une technique qui s'appelle les crayons renforcés. C'est-à-dire qu'une fois le crayon est fini, il l'a directement envoyé au coloriste sans passer par un encreur, comme ça se fait habituellement. Donc ça donne en fait des traits très fins et une prépondérance vraiment au crayonné, mais aussi à la couleur. Donc c'est vraiment très joli et c'est très caractéristique du travail de Kubert. Alors, pour la petite histoire, Marvel 1602, c'est une série qui date de 2003, une série en 8 épisodes, et c'est la première collaboration en fait entre Neil Gaiman et Marvel. Alors Marvel avait déjà été chercher Neil Gaiman à plusieurs reprises après le succès monstrueux de Sandman, mais Gaiman n'avait pas vraiment d'idée. Et en fait la genèse de 1602, elle est venue en deux temps. La première, c'est qu'après le 11 septembre 2001, Neil Gaiman avait vraiment envie de ne plus représenter des histoires de super-héros en ville avec des grands buildings, des batailles qui se déroulent dans les centres-villes de New York par exemple, mais vraiment de s'extirper de ce modèle urbain. Et le deuxième déclic, en fait, il vient de vacances à Venise, où il a vraiment eu ce coup de cœur pour le passé, pour l'aspect un peu médiéval de la ville, et il a voulu placer son action dans un contexte un peu plus passé, un peu plus médiéval. Donc là, bon, ça se passe en 1602, on est juste après le Moyen-Âge, mais on retrouve toute cette époque élisabéthaine. Alors l'histoire rapidement, donc 1602... pour l'anecdote, c'est la dernière année de règne d'Élisabeth Ier, donc on est vraiment à la fin de l'époque élisabéthaine. Et donc en 1602, époque où les super-héros apparaissent, on observe également une vague de phénomènes météorologiques assez inquiétants. Et certains pensent donc que la fin du monde est imminente. Donc les héros vont enquêter et en tout cas vont se coaliser pour empêcher cette fin du monde. Est-ce qu'ils y arriveront? Ça, vous le saurez en lisant 1602, évidemment. Alors, Marvel 1602, c'est ce qu'on appelle dans le langage Marvel un what if, c'est-à-dire en français tout simplement et si. Alors, peut-être vous êtes familiarisé avec ce concept, puisqu'il a fait l'objet d'une série sur Disney+ tout récemment. Donc, l'idée, c'est qu'on va s'éloigner de la chronologie officielle, on va changer d'univers et on va se demander, mais que se serait-il passé si? Tout simplement en changeant un point de détail de l'histoire officielle, du canon officiel de l'univers Marvel. Alors là, tout simplement, Neil Gaiman a choisi de se demander que se serait-il passé si les mutants, si les super-héros n'étaient pas apparus en 1960, mais en 1600.
Et là on retrouve une des préoccupations de Neil Gaiman, qui est en fait la fondation des États-Unis, du pays, du continent américain, qu'on retrouvait déjà dans American Gods. Et il va en fait mettre en scène à la fois des personnages réels, comme Virginia Dare, qui est la première anglaise née sur le sol américain. Mais on retrouve également des monarques comme Élisabeth Ier ou James Ier. Et il va mêler à ces personnages réels des personnages fictifs qu'on connaît tous, puisque sont mis en scène Nick Fury, les X-Men, les Fantastiques, ou en tout cas leurs avatars qui datent de 1602, donc du XVIIe siècle. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, donc dans ce Marvel 1602, c'est toute l'érudition de Neil Gaiman, qui connaît son continent, donc l'Europe, et qui connaît l'histoire de l'Europe, et qui va donc s'amuser en fait à imaginer ce qu'auraient été les super-héros en 1600. On a par exemple Nick Fury, ou plutôt son avatar, Sir Nicholas Fury, qui est l'espion de la reine Elisabeth. On a le Docteur Strange, qui est le maître des arts mystiques au sein de la cour anglaise. Mais on trouve également par exemple les 4 Fantastiques, qui ont troqué leur combinaison d'explorateurs spatiaux à la Armageddon pour des costumes d'explorateurs tels que Christophe Colomb ou Jacques Cartier, c'est-à-dire qu'ils sont sur leur bateau et ils explorent peu à peu la Terra Incognita et vont découvrir le monde. On retrouve aussi les X-Men, et donc là pareil c'est très intéressant puisqu'il les a calqués en fait sur le modèle de l'Inquisition, c'est-à-dire que Magneto est passé grand maître de l'Inquisition et pourchasse les personnes avec des dons. Donc là, on retrouve vraiment cet aspect, je vais dire, élisabétain. On retrouve vraiment la société d'époque avec les intrigues à la cour, les problèmes religieux, les guerres de religion, mais aussi le début de la colonisation et de l'expansion vers l'Amérique à la sauce Marvel. Donc ça donne vraiment un récit à la fois passionnant et palpitant, mais aussi quelque chose de frais, de rafraîchissant, et voilà, quelque chose qui est pas bête, quoi. C'est quelque chose vraiment qui va aussi nous apprendre des choses et qui, je pense, a permis aux lecteurs américains de voir leur continent d'une autre façon, et c'est là tout l'intérêt des romans graphiques de Neil Gaiman. Alors tout à l'heure je vous disais que c'était une saga qui se lisait d'un seul trait, et c'est vrai, même s'il y a eu 2 spin-offs, parce que c'est quelque chose qui a très bien marché. Donc il y a eu 2 séries dérivées sur Marvel 1602, une qui est centrée sur les aventures des 4 Fantastiques, et l'autre qui est centrée sur les aventures de Peter Parker, alias Spider-Man, ou plutôt évidemment son avatar du 17e. Alors tous ces spin-offs sont contenus dans ce gros pavé, ce gros volume, mais c'est quelque chose vraiment qui se lit bien et qui change des aventures Marvel ordinaires. Donc je vous le conseille vivement. Et une fois que vous aurez fini ça, vous pourrez lire Sandman de Neil Gaiman. Voilà, donc si vous avez envie de voir Daredevil en ménestrel ou Peter Parker en bouffon du roi, je vous conseille donc Marvel 1602. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour toujours plus de contenu. Et comme disait Stanley, Excelsior! Retour.